ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Abandonner la location courte durée au bout de 6 mois, puis recommencer avec Tania. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Tania Miletic de La Veille de ma réussite. Je ne la connaissais absolument pas du tout il y a quelques semaines et on s'est rencontrés grâce au sommet de l'investissement organisé par Katia Finance. Et à cette occasion, j'ai découvert que Tania avait été investisseuse en immobilier, c'est-à-dire qu'elle en a toujours, il me semble. Et du coup, je me suis dit, c'est l'occasion de découvrir une nouvelle investisseuse. Je vous avoue, je sais juste qu'elle a fait de la location courte durée et on va découvrir ensemble tout son parcours. Et évidemment, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit au sommet de l'investissement de Katia Finance, où toutes les deux, on va faire une conférence sur un sujet donné. D'ailleurs, je ne sais même pas encore quel sujet elle va faire, elle va nous en parler. Et à ce moment-là, inscrivez-vous, le lien est juste dans la description de l'épisode. Alors, salut Tania, comment ça va? Salut, ça va très bien, merci beaucoup, je suis ravie d'être là. Écoute, comme tu es nouvelle sur le podcast et que c'est la première fois que je t'interviewe, on va aller dans les moindres détails de ta vie d'investisseuse. Moi, ça m'intéresse. J'aime toujours partir du départ, en fait, de là où tu es née, où tu as grandi, dans quel type de famille et quel était le type de mindset qui t'a été inculqué quand tu étais enfant. Donc, je sais pas si tu peux nous parler un petit peu de ton enfance en rapport indirectement avec le mindset d'investisseur qui va s'en suivre derrière. Oui, c'est assez original. C'est vrai que j'ai assez peu l'habitude de parler de mon passé aussi lointain. Moi, je suis née étrangère. J'ai été naturalisée à l'âge de 3 ans et je suis née en Alsace parce que à l'époque, quand mes grands-parents, mon grand-père était venu en France, il avait trouvé du travail plus de l'autre côté de la frontière, parce qu'il venait de Yougoslavie, et il s'était installé là. Donc, il travaillait dans l'industrie, il était ouvrier. Et mon père aussi, du coup, était ouvrier dans exactement la même usine. Donc j'ai grandi, ma tendre enfance était en Alsace. Et après, mes parents ont eu une opportunité pour devenir commerçants. Et j'ai quitté l'Alsace quand j'avais 7 ans. Et j'ai suivi mes parents de déménagement en déménagement puisqu'ils étaient commerçants. C'était immigrés, classe ouvrière. Avant que mes parents soient ouvriers à l'usine, ils venaient d'une famille surtout de paysans en Yougoslavie. Et ils étaient partis pour aller chercher une vie meilleure en Europe. Je pense ils l'ont un petit peu trouvé parce que à l'époque quand même la Yougoslavie c'était assez compliqué. On arrivait vraiment sur la fin du communisme et ensuite il y a eu les guerres des années 90 dans les Balkans. Donc je pense qu'ils ont quelque part bien fait de partir. Donc voilà, classe ouvrière et l'investissement, j'en avais absolument jamais entendu parler en étant enfant. Et l'image que mon père m'a donnée, c'était il fallait travailler dur dans la vie pour réussir. C'est vraiment quelque chose qui est resté. Et les gens des Balkans ont un côté très fataliste. Et ça, c'est ma mère qui l'avait beaucoup. Ma mère est très fataliste, elle est encore aujourd'hui. Et je me souviens que dès mon enfance, en fait, elle disait toujours c'est comme ça. Et ça, c'était une phrase qui m'horripilait et qui m'horripile toujours aujourd'hui. Vraiment, déjà, ça me scandalisait. J'étais très rebellée, quoi. J'étais très étonnée en fait qu'on puisse dire c'est comme ça et qu'on puisse en fait juste accepter une situation sous prétexte qu'on puisse pas la changer. Donc j'avais d'un côté mon père qui me disait faut travailler dur et d'un autre côté ma mère qui me disait c'est comme ça. Autant dire que c'était pas très très stimulant d'un point de vue mindset, mais je suis quand même contente d'avoir eu cette réaction assez épidermique dès ma jeunesse de dire mais non, c'est pas comme ça en fait. Ah, génial. Donc, alors juste un tout petit point que j'ai pas tout à fait clarifié dans ma tête là dans le truc, c'est que ton grand-père était déjà en Alsace et c'est tes parents qui l'ont rejoint, c'est ça, quand t'avais 3 ans? Oui, alors non, en fait, je suis née en France, mais je suis née de parents étrangers et effectivement, mes parents ont rejoint mon grand-père. Mon père était assez jeune, forcément, parce que c'était son propre père qui était déjà en France. Ensuite, il est retourné régulièrement en Yougoslavie. C'est là qu'il a rencontré ma mère. Ensuite, mon père s'était installé en Yougoslavie pour rester avec ma mère et finalement, il a décidé de venir en France avec ma mère. Donc moi, je suis née dans les années 90 et je suis née de parents étrangers. Ok, je comprends mieux. Ok, ouais. Non, c'était juste de petites précisions comme ça que j'avais pas tout compris. J'avais compris que tu t'étais arrivé quand t'avais 3 ans, c'est pour ça que c'était pas clair.
Alors non, je suis née en France, mais de parents étrangers, comme le droit du sol n'est pas automatique en France, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On n'est pas naturalisé, enfin, on n'a pas la nationalité française juste parce qu'on est né en France. Ok, et du coup, tu as été naturalisée à 3 ans. C'est ça, quand mon père a eu la nationalité, parce que lui, ça faisait longtemps qu'il était en France et qu'il travaillait en France. Il avait bien évidemment appris le français, et donc il a pu avoir la nationalité. Mais je trouve quand même que le fait qu'il soit passé commerçant, enfin, c'est comme, je sais pas, moi je vois ça comme le passage du niveau au-dessus. Parce que moi je le sais, j'ai mes beaux-parents qui étaient ouvriers et qui avaient toujours le rêve de devenir commerçants, mais qui n'ont jamais osé. Et je trouve que le fait d'avoir osé passer commerçant, c'est quand même déjà un premier petit cap. Ils étaient commerçants dans quoi? Dans le carrelage. Alors vu comme ça, j'entends que ça peut sonner comme un upgrade, mais c'est juste qu'ils avaient eu une opportunité de mon oncle à l'époque et qui lui était le grand patron et mes parents n'étaient guère que les employés. Donc bien sûr, ils ont pu monter un certain nombre d'échelons. Mon père a pu être responsable de magasin, etc. Mais ça n'a jamais été véritablement leur business à 100%. Ok, ouais, je comprends mieux. Ok, c'était de l'entrepreneuriat mais en famille quoi, et c'était pas eux les boss. C'était pas eux les boss, c'était pas vraiment de l'entrepreneuriat. Après, bon, j'étais trop petite pour vraiment comprendre exactement ce que c'était. Mais moi, en tout cas, j'ai pas vu mes parents travailler moins, au contraire. Ok. Donc, et au final, toi, tu t'es considéré comment dans l'enfance? T'avais tout ce qu'il fallait? Enfin, tu t'es senti ou t'avais quand même cette sensation de manque, de j'aurais voulu être plus riche ou enfin comment? C'était quoi le rapport à l'argent en fait de tes parents? Quand on était en Alsace, on roulait pas sur l'or, mais globalement, j'ai pas manqué de nourriture, j'ai pas manqué d'habits, j'ai jamais manqué de rien à ce niveau-là. Mais c'est clair qu'on restait une famille modeste. L'été, on allait en Yougoslavie, donc bon, moi, quand j'étais petite, globalement, ça allait. Mais c'est là où j'ai commencé à avoir un mauvais, comment dire, une mauvaise expérience de la vie, c'est quand mes parents sont devenus commerçants parce qu'ils travaillaient beaucoup plus pour beaucoup moins de résultats. Et donc, je me souviens que moi, j'étais un peu dégoûtée de la vie en entreprise. Je me souviens que ça m'a poursuivi jusqu'à longtemps, jusqu'au lycée, où je disais, moi, il est hors de question que je travaille dans une entreprise. C'est la mort, on se fait exploiter, et puis on est mal payé, et puis c'est dangereux, et puis, enfin voilà, moi j'avais la mauvaise image de mes parents qui travaillaient beaucoup, qui se prenaient la tête en famille, parce que voilà, lancer des business en famille, soit ça passe, soit ça casse. Donc à l'époque, je me souviens que pendant très longtemps, j'ai pas voulu travailler en entreprise. Donc voilà, par rapport à ça, j'ai pas eu une très bonne image de ce monde-là. Et du coup, toi, quand donc t'as grandi, t'as voulu faire des études? Comment tu t'étais dit Bah oui, parce que de la même manière que c'est comme ça et qu'il faut travailler dur, et ben j'ai fait des études parce qu'il fallait faire des études et que dans ma famille personne n'avait le bac et donc je portais un peu les espoirs de la famille pour être la première de la famille nucléaire, hein, j'entends, à avoir le bac. Donc je l'ai fait, je l'ai eu et puis c'était quelque chose qui était très valorisé le fait de faire des études, donc j'ai fait un double bac plus 5. double bac plus 5, direct, bam. Et du coup, t'as fait quoi comme études? Donc moi je suis rentrée en lettres supérieures. Ce qui est assez rigolo parce que mes parents étaient illettrés et moi j'ai fait lettres sup, donc c'était un peu un petit clin d'œil à la vie. J'ai fait lettres sup, je me suis sabordée au concours de l'ENS Ulm parce que finalement je me suis rendu compte que je voulais pas être chercheur et que le monde académique bah, c'était pas trop fait pour moi. Et ensuite j'ai fait un master en histoire. Je me suis spécialisée en histoire militaire. Et quand je suis sortie de là, je me suis rendu compte qu'en fait, la fonction publique, ça allait pas trop être pour moi non plus. Et c'est là où, en fait, j'ai un peu commencé à manger mon chapeau et à me dire que, bah, en fait, l'entreprise, ce serait peut-être pas mal pour moi. Donc, j'ai fait un MBA, donc le fameux deuxième bac plus 5. Donc, j'ai fait un MBA en intelligence économique pour pouvoir un peu convertir les compétences et les connaissances que j'avais du monde, enfin, de quelque chose qui est taillé pour la fonction publique, mettre un vernis pour que ce soit taillé pour le monde de l'entreprise. Ok, donc en fait, là, t'étais encore dans un mindset de les parents, j'imagine, hein, c'est beaucoup, qu'il y a beaucoup de personnes, les parents qui disent, oh, tu vas faire des études, t'auras une meilleure vie que nous, si tu fais des études. Du coup, tu t'exécutes, tu fais le job. Et à quel moment, du coup, tu t'es dit, ok, je passe employé. Est-ce que t'as un moment donné où t'as une sorte de désillusion ou comment ça se passe? Non, moi j'étais très contente, hein. J'avais fait mon bac plus 5, j'étais toute fière d'avoir mon bac plus 5, hein. Moi je suis la Gen X, hein. Donc c'est pas comme la Gen Z qui est aujourd'hui beaucoup plus connectée, qui a peut-être plus de moyens pour se rendre compte que la panacée c'est pas forcément de faire des études. Enfin voilà, moi j'étais contente de ma situation, je suis passée salariée. De toute façon, dans ma tête, il fallait travailler dur, donc c'était normal qu'avec un double bac plus 5, on commence à 1 300 € net par mois, ce qui m'est arrivé. Parce que moi quand je suis arrivée en entreprise, en plus je suis allée la chercher loin parce que j'avais fait mon diplôme à Paris. Je ne trouvais pas d'emploi à Paris et du coup, j'ai trouvé un poste à Lyon. J'ai déménagé à Lyon, dans une ville que je ne connaissais pas.
Parce que pour moi, c'était normal de se déplacer pour le travail c'était important, et puis voilà. Donc j'ai commencé voilà comme ça en tant que salariée, et j'ai été salariée quand même très longtemps. Et cette prise de conscience, elle est venue beaucoup plus tard, mais vraiment beaucoup plus tard. Ça a duré longtemps. C'est seulement à 28 ans, après une certaine expérience de ma vie, où je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait que j'investisse, il fallait que je fasse quelque chose. C'est quoi cette expérience qui t'a fait prendre ce déclic, si tu veux bien nous la partager? En fait, moi, l'originalité de mon parcours, c'est que j'ai un double parcours civil et militaire. Tu as peut-être relevé tout à l'heure, j'ai dit, je me suis spécialisée en histoire militaire. J'ai fait ça pas seulement d'un point de vue académique, c'est-à-dire que je me suis engagée vraiment en tant que réserviste dans l'armée de terre, parce que j'avais pas seulement passé le concours de l'ENS Ulm où je me suis sabordée, j'ai aussi passé le concours de Saint-Cyr où j'ai été admissible. Et j'avais retenté en fait l'admission sur titre, j'avais retenté voilà une deuxième fois, et à chaque fois ça n'avait pas marché. Et donc je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais m'engager dans la réserve en tant que première classe. Ce que j'ai fait en 2013. Pour les auditeurs, pour comprendre que ça veut dire admissible, c'est qu'en fait, tu as été admise aux écrits, j'imagine. Oui, et après, exactement. t'as pas été admise aux oraux. Donc, en fait, admissible, Voilà. c'est pas admis, c'est juste avant, quoi. Oui, c'est ça, exactement, Voilà. pardon. C'est vrai que c'est pas très clair quand on est admissible. En gros, c'est qu'on a juste réussi les écrits. Après, il faut se taper les oraux, les épreuves sportives, etc. Et c'est là où la majorité des gens se plantent, quoi, vu qu'il y a très très peu de place. Donc voilà, comme j'ai l'habitude de dire, comme tout le monde, je me suis plantée aux oraux. Donc voilà, j'ai pas réussi à avoir ce concours-là. Et je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais m'engager en tant que première classe dans l'armée de terre. Ça me fera toujours une expérience si jamais plus tard je retentais l'admission sur contrat, que je n'ai pas fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire première classe dans l'armée de terre? Parce que moi, je connais même pas ce mot. C'est le premier grade de base quand tu rentres dans l'armée de terre. Ok. T'arrives, t'es juste, t'es première, t'es rien du tout, quoi. Ok. T'es débutant, quoi. T'es au bas de l'échelle. Exactement, t'es en bas de l'échelle. Et donc, je me suis engagée en 2013. Et pendant tout ce temps, j'ai entretenu en fait une double carrière civile et militaire en tant que réserviste. J'ai monté les échelons au fur et à mesure, et je caressais l'espoir d'être un jour projetable en opération extérieure. Donc, c'est-à-dire d'être vraiment déployé sur le terrain dans un théâtre de guerre. Mais attends, mais pourquoi faire? Pour faire la guerre pour de vrai? Bah oui. Ok, d'accord, ok. C'est intéressant parce que tu vas découvrir en même temps que les auditeurs ce que j'ai fait. Donc du coup, moi j'ai quitté mon emploi salarié, je me souviens, en 2017, non seulement pour lancer une affaire en famille qui a été un échec total, mais aussi pour pouvoir être disponible pour l'armée, parce que je montais de plus en plus les échelons, et j'avais changé d'unité, une unité qui, elle, me permettait d'être projetée. Donc j'ai fait plein de formations, j'ai fait un premier exercice international en Norvège en tant que militaire, et en 2018 j'ai été projetée, pour le coup, sur un théâtre d'opération qui était l'opération Barkhane. Donc en 2018 j'ai fait 6 mois de mission. J'étais au Tchad, au Niger et au Mali. Ah ouais, mais c'est un truc de dingue. En plus, je crois là maintenant que tu es la 5e personne que j'interviewe qui était militaire. Ah ouais? Ouais, c'est dingue le nombre de militaires qui investissent. Et donc c'est ça qui t'a fait prendre conscience parce que t'avais dit quand j'ai 28 ans, j'ai eu un déclic. Est-ce que ça tombe à peu près à ce moment-là? C'est à peu près à ce moment-là, parce que quand je suis rentrée de cette OPEX, j'ai demandé le divorce et j'ai tout plaqué dans ma vie. J'ai demandé le divorce, que j'étais mariée, j'ai changé de région, j'ai quitté l'appart qu'on avait acheté avec mon ex-mari, je me suis barrée et j'avais pas de job. Mais pourquoi c'est la guerre qui t'avait complètement remis en question toute ta vie ou enfin? En fait, quand tu te retrouves, bon, déjà, faut savoir que mon ex-mari était lui-même militaire. On s'était pas vu depuis 8 mois parce que lui, il était parti avant moi en mission et moi, je suis partie juste après. Et je pense que dans notre relation, il y avait déjà des choses qui allaient pas. Et l'opération extérieure, en fait, m'a aidé, entre guillemets, à voir les choses en face. Parce que quand on se retrouve dans son coin tout seul, sans son compagnon pendant 8 mois, dans un théâtre d'opération extérieure où tout est très, très intense, ça a le mérite de remettre certaines choses à leur place, et je pense que j'ai réalisé que j'étais pas heureuse là où j'étais, que j'avais pas pris des bonnes décisions sur un certain nombre de sujets, et quand je suis rentrée, j'ai dit c'est mort, en fait, je veux pas passer à côté de ma vie, je veux pas de cette vie-là. J'ai 28 ans, donc maintenant c'est comme je vais vivre pour moi. Et quand je suis rentrée, voilà, j'ai tout plaqué, tout. J'ai pris ma voiture et je me suis cassée, je suis allée à Paris. Comme je dis souvent, j'ai dormi chez des potes parce que j'avais pas d'appart, j'avais pas de taf. Donc du coup, j'ai cherché du taf. Et c'est là où j'ai réalisé en fait que j'avais rien, quoi. C'est-à-dire que le seul patrimoine que j'avais, c'était un patrimoine que j'avais acheté avec mon ex-mari, que j'avais acheté seulement parce que il était là et que lui gagnait bien sa vie. Sinon, moi, je n'aurais jamais pu acheter d'appartement. On avait fait toutes les bêtises possibles et imaginables pour un premier achat, c'est-à-dire qu'on achète au prix, on s'endette sur 10 ans, donc avec une mensualité qui est énorme. Enfin bref, tout ce qu'il faut pas faire. Et donc du coup, je me suis rendu compte que j'avais rien, quoi, en fait. C'est-à-dire que
Je suis partie de là, j'avais pas d'argent, j'avais pas de salaire, parce que j'avais pas de taf, j'avais pas d'appart, j'avais pas de mec, j'avais rien, j'avais rien, même pas de logement. Et donc là, je me suis dit quand même, Tania, t'as 28 ans, t'as que dalle, ça craint quoi. C'est là où j'ai eu ce déclic en me disant, maintenant ça va être ma carrière. Donc en fait, je suis pas tout de suite pensée à l'investissement, pas encore. C'était plus d'abord, ok, c'était ma carrière. Je vais privilégier ma vie et ma carrière. Donc j'ai assez rapidement retrouvé du travail quand je suis revenue sur Paris. En fait, j'avais rencontré une nouvelle personne avec qui j'étais du coup en couple, qui elle a commencé à me parler d'investissement. Et au début, je me suis un peu foutue de sa gueule, dans le sens où il me montrait des trucs sur YouTube. Je dis non mais c'est quoi ce truc, c'est n'importe quoi. Ces gourous là qui font de l'argent, c'est n'importe quoi. Enfin bref, j'y croyais pas, j'étais très sceptique. Et il a fait son premier investissement immobilier et il m'a montré les résultats. Et là, je me suis dit, ah, quand même, c'est vrai que ça rapporte de l'argent, ton truc. Parce qu'en plus, il a fait une colocation, donc qui est quand même une stratégie à forte rentabilité, dans une ville en tension, dans le sud-ouest, enfin, un truc assez cool. Et bon, moi, je suis pas non plus quelqu'un de trop obstiné. Quand je vois qu'il y a un truc qui marche, je lui demande de me montrer. Donc, il m'a montré, et voilà, je me suis dit, effectivement, quand on pose des chiffres sur la table, indéniablement, c'est intéressant. Et là, ça a commencé à me travailler. Je me dis, non, mais attends, Tania, t'as un CDI, t'as refait ta vie, tu retrouves du taf. C'est là, il faut investir, en fait. Il faut faire quelque chose. C'est ça, en fait, que tu dois faire. Donc, voilà un petit peu comment ça s'est passé et d'où vient le déclic. Ah ouais, non, mais t'as une expérience de vie incroyable. Et là, quand t'as repris ton CDI, t'étais dans quel secteur d'activité, du coup? Parce que, avec tout ton bagage professionnel jusque-là, t'es partie dans quoi? Bah, c'est vrai que moi, on a du mal à comprendre, en fait, la logique entre toutes mes expériences professionnelles, mais au final, c'est très cohérent parce que moi, je suis spécialisée en veille informationnelle, d'où le nom de mon compte, la veille de ma réussite, qui est un jeu de mots, hein, que les gens comprennent pas tout de suite parce que c'est vrai que c'est un métier qui est assez méconnu. Mais moi, quand je suis sortie de fac d'histoire, je suis partie dans une école d'intelligence économique. C'était tout simplement un pont entre la veille du passé, hein, entre l'histoire du passé et l'histoire du présent, qui est un peu du renseignement en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, moi, ce que je faisais ça. En fait, je faisais de la veille du renseignement, mais pour les entreprises, pour le secteur privé. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel secteur. Donc au début, j'ai fait au tout début de ma carrière, donc avant l'opération extérieure, j'étais surtout en agence, dans des cabinets, etc. Et après, quand je suis retournée sur Paris, j'ai trouvé du travail chez Publicis Consultant en tant que responsable veille senior. Et après, j'ai été débauchée par un annonceur qui était dans l'industrie pharmaceutique pour que je sois responsable veille au sein du labo. Et donc, c'est quand même des postes intellectuels, dans le sens où tu dois avoir une sorte d'avis sur le marché, enfin, bien comprendre les tenants et aboutissants d'un écosystème. Enfin, c'est des métiers, enfin, intellectuels, j'allais dire. C'est exactement ça. C'est un métier en fait qui demande d'être très réactif, d'être très synthétique, de comprendre très vite pour pouvoir restituer en fait des points de situation à ton donneur d'ordre. C'est ça le métier de la veille, c'est ça le métier du renseignement en fait. Ok, non mais ultra intéressant. Ok, donc là, t'es en CDI et là tu te dis ok, mon mec à l'époque avait acheté une coloc rentable, donc tu t'es dit qu'est-ce que je fais moi là maintenant? Ouais, c'est ça. Et je lui dis tiens c'est marrant ton truc. Il m'a dit bah tu sais quoi, je te donne la formation que j'ai prise moi et puis bah tu la suis et puis tu vois ce que tu fais. Donc je dis très bien, c'est parfait. Il me file la formation, je la complète et là je commence à faire mes premières visites et on était en janvier et février 2020. Et normalement cette date, tout le monde la connaît parce que c'est le moment où le Covid arrive. C'est le moment où les premiers confinements arrivent et voilà, ça n'a pas loupé. Mars 2020, je suis coupée dans mon élan avec le premier confinement. J'ai toujours pas investi. Et mon divorce venait tout juste d'être prononcé, hein, parce que ça prend du temps quand même. Moi, j'ai demandé le divorce fin 2018, il a été prononcé fin 2019, je crois, au tout début 2020, je me souviens plus. Mais voilà, je suis coupée net dans mon élan par le Covid, donc je ronge beaucoup mon frein pendant le premier confinement, que j'ai pas du tout bien vécu, comparé à beaucoup de gens qui s'en sont servis pour faire une vraie prise de conscience, etc. Moi, j'ai pris conscience aussi d'un certain nombre de problématiques que j'avais moi vis-à-vis de moi-même parce que d'un coup d'un seul tu te retrouves toute seule chez toi enfermée alors que moi j'avais beaucoup l'habitude de sortir d'être entourée de gens de faire plein de choses là c'était assez difficile pour moi et j'en ai pas du tout profité pour capitaliser dessus là où par exemple il y a plein de gens qui en ont profité pour se former sur la finance etc. Moi ça a été pas du temps perdu mais presque quoi. Et t'étais pas avec ton mec à ce moment-là, t'étais seule dans ton appart. Ouais, j'étais seule dans mon appart à Paris. Lui, il était en mission parce qu'il était remilitaire. Ah ok. Donc j'étais toute seule et donc voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc dès que le confinement a été levé, j'ai pris ma voiture et je me suis cassée.
Je me souviens qu'on avait la fameuse limite des 100 km, mais j'ai profité du fait que la loi n'était pas passée pour me barrer, parce que légalement, on pouvait rien nous dire. Donc, je suis partie le rejoindre dans le sud-ouest une fois qu'il était rentré. Et c'est là que j'ai commencé à investir. J'ai acheté mon premier bien, du coup, à l'été 2020. Ok, ouais, donc tout de suite, t'étais, entre guillemets, t'étais comme, je sais pas, un animal dans sa cage qui avait qu'une envie, c'était de sortir et enfin faire son investissement. Et dès qu'on a ouvert les portes, bam, tu C'est l'as fait, ça, quoi. exactement. Et tu t'es dit, je vais faire comme mon mec, du coup, une coloc, ou tu t'es dit, je vais faire différemment en stratégie. Enfin, c'était quoi ta vision sur les stratégies? Bah moi, j'étais un peu tous azimuts, c'est-à-dire que je venais, je visitais, je faisais le calcul si c'était positif, je faisais une offre agressive et je réfléchissais pas trop à la suite. Si bien que j'avais fait deux, trois offres pour des apparts et il y en a deux qui sont passés et j'en ai acheté deux en même temps, dont une coloc, effectivement, et un T2, donc beaucoup plus petit. C'est deux apparts, un plus petit que l'autre. Enfin, voilà, il y en avait un qui était plus petite envergure que l'autre, mais effectivement, une coloc et un T2. Non mais attends, ça c'est génial pour les auditeurs parce que en gros, toi t'as foncé, tu t'es pas pris la tête parce qu'il y a des gens ils se prennent la tête de ouf en immobilier. Tu t'es dit j'enchaîne les visites, je fais des offres agressives et quand ça passe et t'étais pas en mode coup de cœur, je me pose 50 questions, tu Ah posais tes non. chiffres. T'étais comme une militaire en fait Ah oui, qui mais c'est investit en immo exactement quoi. ça. Après, c'est plutôt mon style de faire les trucs et de réfléchir ensuite. Donc c'est génial pour passer à l'action. Je vais très vite, mais je me plante aussi très vite, mais j'apprends aussi très vite et je rebondis aussi très vite. Donc ça, je sais pas si c'est le côté militaire ou si c'est le côté masculin, j'en sais rien. Mais c'est vrai que je réfléchis pas à 50 000 ans. Je fais. Trop bien. Trop bien. Donc tu te retrouves avec une coloc et Oui, un T2. c'est Avec des ça. travaux, sans travaux? Alors, la coloc, en fait, j'ai acheté un T3 que j'ai transformé en T4, donc il y avait pas grand-chose à faire. Il y avait juste une cloison à monter, un peu d'élec pour voilà mettre un bouton pour mettre la lumière et de la peinture, et c'était tout. L'appartement, il était en bon état, donc ça a été vite fait. Il y avait quoi, peut-être 5 500 € de travaux. Donc ça a été très très rapide. Globalement, j'ai eu les clés fin août, début octobre, il était loué. Et pour info, toi, t'habitais à Paris à la base. Oui. Donc, du coup, t'as fait ça à distance ou est-ce que t'as pu télétravailler depuis le sud? Ah bah moi j'ai télétravaillé parce que quand le confinement a été levé, c'est pas pour autant que les gens pouvaient retourner travailler en entreprise. Moi j'ai eu la chance qu'il y a eu aucun chômage partiel, on a toujours travaillé, mais c'était tout en full télétravail. Donc moi je faisais ma vie dans le sud avec mon job parisien et mon salaire parisien, c'était plutôt cool. Donc voilà par rapport à ça. Ok. Donc j'avais ce premier bien où les travaux ont été faits très rapidement. Par contre le deuxième, il y avait beaucoup plus de travaux et c'est là où en fait le côté je réfléchis pas m'a rattrapé parce qu'il y avait beaucoup plus de travaux que enfin en fait c'est pas qu'il y avait plus de travaux que prévu, j'avais plus ou moins bien chiffré, mais c'est juste que j'avais absolument aucune idée de comment il fallait faire parce qu'il y avait quand même du gros œuvre et ça pour moi c'était l'inconnu le plus total. C'est-à-dire que moi enfin changer une ampoule pour moi c'était compliqué, donc moi j'arrive, il y a du gros œuvre, je comprends que dalle, je suis nulle en sélection d'artisans, je sais pas parler avec les artisans, on se comprend pas, et il y en a plein qui ont capté ça, soit qui en ont profité, soit qui m'ont fait traîner. Donc ça fait que pendant presque 4 mois, 4 5 mois, il s'est strictement rien passé sur ce bien. Ça n'a pas avancé. Et moi, j'ai dû avancer toute seule sur la destruction pour aller plus vite et pour gagner un billet parce que je me suis rendu compte que c'était un peu juste au niveau budget. Même si j'avais plus ou moins correctement estimé, voilà, j'avais vu que si je faisais la destruction moi-même, quand même, ça m'arrangeait. Et donc, ça a commencé vraiment tardivement, hein, les travaux. Donc, Et dans cette phase-là, t'étais comment au niveau mindset? T'étais en mode, bon, ok, Tania, t'as mal géré ton truc, mais bon, tu vas rattraper, ou t'étais en mode, oh là là, je me suis mise dans une galère. Enfin, t'étais comment à ce moment-là quand tu t'es rendu compte que c'était un peu plus long que ce que t'avais imaginé? Enfin, j'avais un mindset de merde, donc c'était plutôt la deuxième option. C'était, je me suis mise un peu en PLS, quoi. C'était, oh là là, je me suis mise dans une galère, c'est n'importe quoi. Je l'ai appelé le chantier de l'enfer, ce chantier, alors qu'en vrai, comparé à ce que j'ai connu par la suite, c'était de la gnognotte, quoi. Donc c'est vrai que j'avais un mindset tout pété, et c'est assez rigolo, en fait, de se dire à quel point j'étais cramée du bulbe pour me lancer dans un truc comme ça, et ensuite me mettre en PLS. Ça n'a aucun sens. Normalement, quand on est cramé, on l'est jusqu'au bout, et on garde justement la tête sur les épaules en disant, c'est pas grave, on va avancer. Ah non, non, non. Moi, à l'époque, je fonçais et dès que j'avais un problème, je me mettais en PLS. Bon, non, mais c'est assez schizophrène, hein. C'est-à-dire que d'un côté, j'avais le bon mindset de se dire, OK, je fonce, mais après, j'avais un mindset tout pété qui consistait à pas au savoir moindre gérer ses obstacle. problèmes. Voilà. Alors aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. J'ai réussi à gérer ce deuxième problème, enfin, cette deuxième partie de moi. Donc aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça que je vis les choses. Mais c'est vrai que les premiers problèmes, j'ai eu du mal.
Non, ça fait du bien, je pense, à tout le monde aussi d'entendre ça. Bah oui, parce que je sais qu'il y a sur les réseaux sociaux, on est très biaisé, hein. Tout le monde, c'est génial, tout le monde a des grosses villas avec des piscines et des grosses bagnoles, mais personne ne montre comment il s'est pété les dents. Mais c'est aussi pour ça que je me suis fait connaître sur les réseaux sociaux, parce que pendant que tout le monde montrait les belles bagnoles, les belles maisons, l'argent, etc., moi, je montrais les galères. Et en fait, les gens, ils se reconnaissaient plus dans moi que dans le voisin qui était déjà super riche et qui vendait du rêve. Et t'avais déjà à ce moment-là, du coup, fin 2020, t'avais déjà démarré les réseaux sociaux. Ouais, moi, j'ai commencé fin 2020, justement. Et alors, dans quel objectif? Parce que ça m'intéresse vachement. Tu savais déjà que potentiellement tu ferais un business en ligne. Oui. Ouais, c'était vraiment tu t'es dit, vas-y, ce que je fais, je veux le montrer au monde. Alors, je voyais pas trop l'aspect business en ligne, mais je voyais le côté influenceur. C'est-à-dire, Ok. je savais que que les gens allaient forcément se reconnaître dans ce que je dis et que j'allais créer une communauté, c'était sûr. Je le disais même à mon copain de l'époque, je disais parce que lui, il voulait pas trop au début. C'est toujours le même, hein. Pour info. Au début, lui, il aime pas trop se montrer, il était pas trop comme ça, il était plutôt en mode vivons heureux, vivons cachés. Et moi, je lui disais non, mais si tu verras, ça va forcément apporter des choses positives, ça va forcément apporter du réseau, ça va forcément apporter de la visibilité, je vais forcément faire quelque chose avec ça. Et donc, tout de suite, j'avais pris le pli, en fait, d'apprendre, en fait, à être visible, à communiquer, à tourner les choses de façon à ce que ça soit compréhensible, viral, etc. Donc, c'est vrai que je l'ai fait en mode vraiment building public. Ok, ok. Ok, mais ça, je trouve ça génial parce que, alors, tu vois, pour nous, Cyril et moi, en termes de mindset, les réseaux sociaux, nous, mais je pense qu'on est peut-être un peu plus vieux que toi, mais j'ai pas envie de me donner l'excuse de l'âge. Mais toi, t'as quel âge? J'ai 33 ans. 33, ouais, là, moi j'ai 36, je crois. Non, Bon, ça, 35, on en a fait. quasiment le même âge, Ouais, hein. ça va, en fait. Mais moi, je sais pas, dans ma tête, déjà, quand j'investissais, j'étais en PLS, dans le sens où j'avais le bon mindset, mais j'étais déjà tellement sous l'eau. Après, on avait déjà 2 enfants, on investissait à distance, que tu vois, genre, tu sais, aller m'amuser sur YouTube, j'étais en mode, mais j'ai pas le temps pour ça, tu vois. Dans ma tête, en plus, je connaissais même pas Instagram à l'époque, donc j'étais vraiment loin. Et toi, je trouve ça chouette parce que des fois, tu vois, là, nous, on s'est lancé sur les réseaux sociaux il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas longtemps, il y a 1 an et quelques. Et je me dis, mais tous les gens qui ont commencé direct à montrer leur investissement au fur et à mesure, etc., bah, ils ont construit une communauté de dingue, ils ont vachement d'avance. Alors que moi, j'arrive et moi, j'ai déjà tout construit et moi, j'arrive après avoir fait tous mes invests. Donc en fait, en gros, je trouve ça hyper smart d'avoir fait ça dès le départ, quoi. Enfin, je trouve ça vraiment, j'admire parce qu'en l'occurrence, on a fait la bêtise de pas le faire. C'est pas forcément une bêtise, c'est juste une façon différente de faire. C'est juste que moi, moi, je suis très fan de la capitalisation. Et c'est pas seulement dans le monde de la finance. Moi, je pense que tu peux capitaliser sur absolument tout ce qui t'arrive. Tout ce qui t'arrive, c'est potentiellement du contenu. Moi, dès qu'il m'arrivait une merde, je dis, putain, c'est vraiment la merde, ce qui est en train de m'arriver. Mais au moins, j'en ferai un bon contenu, j'en ferai un bon mail, j'en ferai une belle histoire à raconter aux gens. Ça va forcément leur parler. Peut-être que il leur est arrivé la même chose. Et du coup, ça va servir à connecter avec eux. Donc, à chaque fois, je me dis, il faut que je capitalise sur absolument tout ce qui m'arrive. Je suis très fanat de faire plusieurs choses en même temps. Tu vois, je fais plein de trucs en même temps. J'ai toujours un milliard d'onglets ouverts. Dès que je fais un déplacement, je réfléchis à, OK, comment je vais pouvoir optimiser le déplacement pour faire ça en même temps. Et donc, je me dis, dès que je fais de l'immobilier, il faut que je capitalise dessus, quoi. C'est obligé. Trop bien. Non, mais trop, trop bien. Et du coup, vous avez investi chacun de votre côté. Avec ton mec, lui, là, il faisait sa coloc. Toi, t'achètes une coloc et un T2. Du coup, il se dit, attends, toi, t'en as 2 maintenant. Enfin, vous avez fait une petite concurrence comme ça devait être Oui, marrant. parce qu'en plus, lui, il avait vu l'appart, en fait, que j'ai acheté, mais il a pas relevé. C'est-à-dire que lui, il a pas vu le potentiel du T4. Là où moi, j'ai vu le grand salon, j'ai tout de suite vu, mais là, je vais mettre une cloison et je fais un T4. Et en fait, je me souviens très bien qu'il avait balayé cet appart. Et donc, du coup, quand il m'a vu l'acheter, quand il a vu les chiffres, il me dit, eh, mais c'est cool. Du coup, il en a acheté 2 à côté. Ah ouais, donc ça c'est trop bien. Donc 2 investisseurs qui investissent un peu chacun de son côté. Et vous êtes passé à un moment donné à faire des invests ensemble ou vous faites toujours pour l'instant chacun de son côté? Ça fait plus de 5 ans de vie commune, on va dire, et toujours pas d'investissement ensemble. Mais après, voilà, on a une histoire particulière aussi. C'est pas le sujet, mais la question se pose à peine maintenant. Ok, non mais je comprends tout à fait. En tout cas, je sais que nous avec Cyril, tant qu'on n'avait pas d'enfant, on n'arrivait pas à se projeter à investir ensemble, tu vois. Et le fait d'avoir eu un enfant ensemble nous a commencé à nous faire se projeter à deux. Mais bon, nous en l'occurrence, on n'a rien fait avant d'avoir un enfant. Donc du coup, on a fait tout de suite tout ensemble. Mais On a tous des histoires qui nous sont propres, un passé qui nous est propre, et un rapport à la confiance et à l'engagement qui nous est propre. Moi, je vois pas le problème. Je pense que si ça a pris du temps, c'est que ça devait prendre du temps. Je préfère ça plutôt que me précipiter.
Après, c'est bien aussi de se précipiter si on est sûr. Hein. Je connais des gens qui l'ont fait assez rapidement et ça se passe très bien. Ouais, non, mais donc trop bien. Donc tout est clair. Et du coup, en termes de mode d'exploitation, donc là, tu t'en sors, j'imagine, même si t'es en PLS, à un moment donné, de toute façon, une fois qu'on est au pied du mur, on est obligé de le finir, cet appart. Donc à un moment donné, le T2, tu le termines. Oui. Et là, tu t'es dit tout de suite, je vais faire de la location courte durée. Alors j'imagine que t'as fait de la location courte durée parce que je sais que à terme, t'as fait de la location courte durée. Le premier, tu l'as mis en coloc, ça s'est passé vite, tout s'est bien passé, donc c'est de la longue durée. Et celui-là, J'ai choisi la location courte durée. J'ai hésité. Et je me souviens déjà que la communauté Instagram à l'époque m'avait aidé à prendre la décision et je me suis effectivement lancée en location courte durée sur ce premier bien. Ça n'a pas forcément été très concluant pour plein de raisons différentes. Quand on est débutant en général, voilà, c'est comme d'hab, hein, j'essuie les plâtres. Là, c'est pareil, hein, je me suis lancée sur un truc, j'étais pas formée en LCD. Hein. J'avais jamais fait de LCD, j'avais pris aucune formation en LCD. Les livres en LCD, ça n'existe pas. Donc du coup, ça n'existait pas. Maintenant, j'en ai rédigé un, mais c'est pas le sujet. Mais du coup, ouais, à l'époque, je me suis lancée comme ça et j'ai un peu appris sur le tas. Après, ça n'a pas été concluant. Je me suis arrêtée au bout de quelques mois, enfin au bout de 6 mois, je vais repasser en longue durée parce que j'étais pas bien accompagnée. J'ai découvert par la suite qu'en fait, quand on fait de la location courte durée, le point central, l'élément clé d'un projet de location courte durée, c'est tes prestataires. C'est pas le bien, c'est pas l'emplacement, c'est le prestataire. alors quand tu dis le prestataire, t'entends qui exactement? La personne qui va faire le ménage. Ok, c'est elle la personne clé Oui, qui va faire le succès ou non oui. d'LCD. Parce que tu peux avoir 20 biens hyper géniaux, hyper rentables dans 20 villes différentes de France. Si t'as pas 20 prestataires excellents, ton projet tombe à l'eau. Et en fait, il faut limite chercher le prestataire avant de chercher le bien. Limite, si on est vraiment zinzin et qu'on va au bout du truc. Mais vraiment, hein, c'est extrêmement risqué d'acheter un bien exclusivement pour faire la location courte durée sans envisager, par exemple, des calculs de rentabilité sur des scénarios avec de la location longue durée et sans tâter le terrain des prestataires sur place. Parce que je peux te dire que aujourd'hui, la location courte durée a explosé. On a de plus en plus de gens qui font ça, que ça soit en professionnel ou pas, de façon occasionnelle. Ce qui fait que les prestataires ménages, il y a une pénurie. Pour en trouver un bon, c'est compliqué. Pour en trouver un tout court, c'est compliqué. Et ça peut vite tourner au fiasco, en fait, ton projet peut tomber à l'eau parce qu'il n'y a pas de prestataire ménage tout court ou parce qu'il n'y en a pas des bons. Et ça, c'est limite pire parce que tu t'es tiré une balle dans le slip, en fait, quand tu as un mauvais prestataire ménage parce que ça veut dire que tu vas être mal noté, etc. Et donc c'est ce qui t'est arrivé sur le T2 au démarrage, parce que t'as dit t'en as fait 6 mois la LCD et après tu l'as basculé en longue durée. Oui. Ça vient de cette expérience-là? Oui, parce que je me suis tournée vers une conciergerie. Je savais pas en fait au début les différents modes de gestion qu'on pouvait mettre en place pour faire la location courte durée. Et je me suis tournée vers une conciergerie qui soi-disant faisait tout, mais qui en fait faisait pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils étaient pas bons sur tout ce qui est gestion des annonces, visibilité, algorithme des plateformes, ils étaient nuls. Dès qu'il fallait faire un petit quelque chose, remplacer un équipement, ils facturaient des énormes frais de déplacement. Au final, je me retrouvais à la fin du mois à gérer mes annonces, à créer de la visibilité sur mes annonces et à leur donner 20-25% de mon chiffre. Donc, c'était pas possible. Et en termes de ménage, ils étaient bons ou pas? Sans plus, quand je faisais des contrôles surprises, je voyais des draps qui étaient complètement what the fuck, qui n'avaient rien à voir avec les draps jolis, déco que j'avais fournis. Donc, c'était pas top. En sous-lit, c'était poussiéreux. Le couvercle de la poubelle était dégueulasse. Enfin, c'est là où on voit les détails des vrais professionnels qui font attention aux détails en hôtellerie. Là, c'était pas du tout le cas. Donc, je suis pas bien tombée. En termes de notes, du coup, t'en as pâti de ça ou? Sans plus, mais c'était pas des notes extraordinaires non plus. Après, à l'époque, je l'avais mis que sur Airbnb, donc voilà. Après, c'était vraiment, ça a duré de mai à septembre. Ok. Donc, c'était pas très long, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait dire, vas-y, je laisse tomber là, ça me saoule, on passe en longue durée? Bah, quand je voyais les efforts que je devais mettre pour gérer, pour au final me faire bouffer 25% de mon chiffre d'affaires par des gens incompétents. Enfin, je veux dire, c'est moi qui fais leur travail. À un moment donné, c'est pas possible. Donc, Et tu t'es pas du tout ouvert en mode, tiens, je trouve quelqu'un qui s'occupe à ma place du bien. Enfin, du coup, tu t'es dit, je laisse tomber, je passe en longue durée. Enfin, ouais. juste pour comprendre, c'est quoi ton plan à ce moment-là, quoi? Bah non, j'étais sur d'autres projets, j'avais eu d'autres galères sur d'autres chantiers, donc j'avais vraiment pas envie de m'occuper de ça. Et du coup, je passais sur la longue durée avec des locataires classiques. Ok, et du coup, c'était un T2, du coup, t'as pas fait de coloc, t'as fait un... Ah oui, c'est un T2, c'était de la location T2 longue normal. durée classique, ouais. Ok. Et donc, t'as dit que tu faisais des autres chantiers en même temps. Ah oui, alors moi, ma spécificité, c'est que j'ai toujours un chantier depuis août 2020. J'ai un chantier en cours, ça ne s'est absolument jamais arrêté.
Trop bien, parce que alors en plus tu me racontes que t'étais en PLS avec ton T2, mais t'as quand même enchaîné quoi. Ah oui, T'es j'ai dit, je enchaîné. repars. Bah oui, parce que j'ai vraiment profité de ma capacité d'endettement. Je savais que la fête du slip immobilière n'allait pas non plus durer éternellement. Donc j'en ai acheté 5 en 2 ans. Trop bien. Et du coup t'as renchaîné plutôt sur des colocs. Enfin tu t'es dit quoi, je fais quoi comme stratégie maintenant Bah, je me suis dit que c'était mieux d'avoir des immeubles ou des trucs sans copro. Donc j'ai acheté une maison mitoyenne. Enfin une maison divisée en deux, quoi. Ouais. Et donc c'est ce chantier-là qui dure depuis 2 ans et demi, qui est toujours pas terminé à l'heure où on parle. Donc t'as ta coloc, ton T2, Oui, et après ta maison mitoyenne où t'as de l'eau. oui. Ensuite j'ai Et acheté un autre appart que j'ai trouvé comme ça. Sans forcément faire trop attention parce que je cherchais un immeuble à la base, mais j'ai vu cette opportunité qui était irrésistible, du coup je l'ai acheté. C'est un T1 bis sur la côte basque, vraiment pas cher. Et après j'ai racheté un immeuble. Ok, ok, ok. Ok, et là t'étais arrivée à ta capacité d'endettement maximale et t'étais contente. C'est Et en ça. termes de mode d'exploitation, tu t'es dit, je fais quoi? Je fais tout en longue durée ou est-ce que tu t'es dit à un moment donné, vas-y, je retente la location courte durée? Alors bah oui, parce que c'est ce que j'ai fait sur le T1 sur la côte basque qui est en courte durée pour encore 2 ans. Ok, pourquoi pour encore 2 ans? Parce que sur la côte basque, il y a une mesure compensatoire maintenant pour tous les meublés de tourisme. Et donc c'est-à-dire? C'est-à-dire que si par exemple, mon T2, enfin mon T1 bis, il fait 29 mètres carrés. Si je propose 29 mètres carrés à la location courte durée, il faut que je propose une compensation avec 29 mètres carrés à la location longue durée. Ça veut dire racheter un appart ou d'autres techniques un peu à la con qui sont précisées dans la réglementation. Mais en gros, voilà, la mesure compensatoire m'oblige en fait à compenser la surface que je prélève à la location longue durée. Donc moi j'ai une autorisation de location pour encore 2 ans puisque j'ai fait ma demande de changement d'usage juste avant que la loi passe. Ce qui fait que j'avais 3 ans à exploiter, donc là il me reste 2 ans. Et du coup, ton plan, c'est de trouver un appart de 29 mètres carrés à mettre en longue durée pour le maintenir et t'as 2 ans pour le trouver? Ou est-ce que tu Ah te dis, non. tant pis, non, tu t'es dit, tant pis, je le passe en longue durée et puis ce sera déjà bien, quoi. Oui, ou alors je le vends et j'encaisse la plus-value et terminé. Donc je vais voir ce que je fais. Pour l'instant, j'ai 2 ans, donc Et tous tes autres apparts, immeubles, etc., c'est longue durée? non, l'immeuble il est en courte durée. Ok. En fait, il n'y a que la maison qui va être en longue durée et la coloc, si on peut appeler ça la longue durée. Moi, je trouve que c'est plutôt de la moyenne durée. Donc Ok. voilà. Et alors, comment t'as fait là pour que cette fois-ci la LCD ça cartonne? Tu t'es dit, attends, je prends pas de conciergerie, je fais autrement. T'as fait comment? Eh ben, j'ai fait complètement autrement. J'ai discuté beaucoup avec des gens. J'ai toujours pas pris de formation parce qu'il y avait rien qui était convaincant à mes yeux sur le marché. J'ai été aidée aussi gratuitement par des amis qui étaient dans le milieu, qui m'ont expliqué pas mal des choses. Voilà, je manque aucune occasion de les remercier. Mais voilà, j'ai fait complètement différemment. J'ai recruté moi-même mon prestataire en direct, donc c'est une femme de ménage sur ce bien-là. Et j'ai appris moi-même en fait à gérer les annonces, à les synchroniser, à créer de la visibilité, etc. Et comme c'est un secteur qui est très porteur en fait, notamment l'été, ça m'a vraiment permis en fait d'apprendre sur un petit bien comme ça, les ficelles du métier. Et après, t'as pu le dupliquer sur l'immeuble, le dernier immeuble C'est que t'as ça. acheté, sachant que toi, t'es toujours sur des localisations touristiques ou tu fais aussi de la location courte durée ailleurs sur des... Non, j'évite le secteur touristique parce que c'est un secteur où en fait il va y avoir beaucoup de déséquilibre entre la saison haute et les saisons basses. Donc moi j'aime pas trop. Là c'est juste que ce bien en fait je l'ai acheté pas parce que je pouvais faire la LCD, je l'ai acheté parce que je savais que la plus-value à la sortie elle allait être elle allait être énorme parce que c'était vraiment une anomalie de marché. Enfin c'était presque une anomalie de marché vu le prix. Enfin moins de 100 000 euros un appartement sur la côte basque, c'est quand même assez rare. Donc je l'ai acheté parce que je savais que j'allais avoir une bonne plus-value et qu'il était rentable en plus en exploitation même longue durée. Donc c'était vraiment une bonne opportunité. Mais moi je préfère éviter les secteurs touristiques. Donc les autres biens ne sont pas en zone touristique. Ok, ok. Donc j'ai assez bien compris là ton parcours IMO. Et en IMO, tu t'es dit, je m'arrête là, ma capacité d'endettement, elle est au max. Tu t'es pas dit, je fais juste une pause et je vais me relancer ou c'est juste pour savoir je sais pas, ta vision là de la suite de tes investissements IMO. Déjà, et après on va passer sur les autres. Si, alors moi je me suis arrêtée parce que en plus j'ai investi en nom propre. Je me suis arrêtée parce que j'avais envie de faire autre chose aussi de ma vie, c'est-à-dire que j'ai quitté mon emploi pour me lancer en tant qu'indépendante, enfin pour me lancer à mon compte. Donc forcément, quand on n'a pas d'emploi, qu'on a atteint sa capacité d'endettement max,
Il faut un peu de temps, en fait, pour se recréer une activité pérenne, tirer des bilans positifs pour ensuite retourner voir la banque et dire, bah voilà, maintenant, j'aimerais emprunter en pro. Donc ça, c'est quelque chose qui est prévu, bien sûr, mais pas tout de suite. Moi, j'ai quitté mon taf été 2022. Là, on est rentrée 2023. J'attends le premier bilan 2023 qui va être positif. Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle pour m'associer parce que toute seule, voilà, ça peut être peut-être encore un peu tôt. Pour m'associer avec des gens pour faire de nouveaux projets immobiliers. Et je sais parce que juste avant d'enregistrer l'épisode, tu m'as expliqué que toi, tu avais quand même une vision des investissements plus globale, c'est-à-dire que tu t'étais pas arrêté à juste faire de l'immobilier, si je comprends bien. Est-ce que tu veux bien nous en parler? À partir de quand tu as commencé à te dire tiens, je vais voir aussi les autres sortes d'investissements? Là, t'avais 28 ans et t'as commencé l'IMO et t'as eu ton déclic, etc. Mais là, t'étais déjà en mode, je vais aussi regarder les autres invests tout de suite. Comment ça s'est passé? Moi, j'ai commencé à investir dans l'IMO à 30 ans. 28 ans, c'est vraiment quand je suis rentrée de mission et que j'ai demandé le divorce. Entre-temps, il y a eu il s'est passé des choses. Mais effectivement, c'était à l'été 2020, l'été 2020. Plutôt fin 2019 où j'ai commencé à m'intéresser à l'IMO, à me former, etc. Mais tout est venu en même temps, c'est-à-dire que l'investissement m'a intéressé au niveau global. Donc j'ai aussi investi sur les marchés financiers, même avant d'investir en immobilier. Ok, et ça, mais tu t'es formé, t'as fait comment? Enfin, t'avais peur, tu t'es dit allez Non. go, Ouais. t'avais de l'argent de côté et t'es passé par ta banque ou t'as fait toi-même? J'avais pas beaucoup d'argent de côté, mais j'avais un salaire qui était pas dégueu. Donc, du coup, voilà, on prend 100, 200 balles de son salaire. C'est largement suffisant. Au lieu de mettre de côté, ben, on va acheter des actions ou du Bitcoin. Et puis, ouais, je me suis formée sur le tas. J'ai pas acheté de formation. Pareil, j'ai lu. Donc, j'ai fait un peu comme ça et voilà. J'avais pas T'as fait de la peur. veille, t'as fait de la veille économique, comme Oui, c'est ton métier pour exactement. essayer de comprendre et tu t'es dit je vais le faire pour moi, quoi. Exactement. Et en plus, je Ok. travaille dans le secteur pharma, donc c'est un secteur que je connaissais très bien, où il y a des très grosses entreprises cotées. Donc je savais plus ou moins comme ça qui était sous-coté. Je me dis non mais c'est pas possible, cette boîte elle est sous-cotée sur le marché action, je vais l'acheter. Ok, ok. Ah oui, donc trop bien, t'as pu faire un petit lien comme ça avec tes Ouais, connaissances, en tout cas au départ, pour te lancer, quoi. oui. Et ce qui m'intéresse aussi, mais ça c'est un point, je sais pas, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, c'est est-ce que t'es en mode, ben, je veux aider mes parents, enfin ou ma mère là, financièrement elle a des difficultés, enfin c'est quelque chose où tu mets une responsabilité, ou tu te dis, enfin je sais que ça c'est un tiraillement que je trouve, en tout cas chez beaucoup de personnes qui existent, dans quelle mesure mon succès peut aider les autres ou pas. Enfin je sais que c'est compliqué comme question. Ma mère n'est plus en difficulté. Elle a la retraite maintenant. Voilà, elle a travaillé toute sa vie. Elle a aussi la retraite de mon père. Donc globalement, financièrement, elle roule pas sur l'or, mais elle a une retraite qui est largement convenable comparée à beaucoup de retraités. Ça, enfin, voilà, c'est aussi c'est un peu horrible à dire, mais voilà, vu que mon père est décédé, elle a un peu ce que mon père avait. Enfin bref, il y a un truc comme ça quand t'es marié Ouais, à oui, ouais, quelqu'un les qui est pensions de décédé. reversion. Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. exactement. Donc elle a la pension de mon père et donc du coup globalement ça va. Mais c'est clair que pour moi c'est aussi une volonté de pouvoir améliorer son quotidien, mais ça prend du temps. Je suis pas encore parfaitement au stade où je peux la rincer comme j'aimerais. Mais typiquement, là, mon objectif, par exemple, un de mes projets, c'est de rénover la maison familiale qu'on a en Serbie. Donc ça aussi, c'est une satisfaction personnelle de pouvoir le faire, alors que pendant 10 ans, personne l'a fait. Trop bien. Ok, ben en tout cas c'est super clair. Je sais pas si t'as encore des petits points que t'as envie de dire, des astuces, des conseils que tu peux dire à l'audience, des sortes de leçons d'investisseurs que t'as en tête. Euh, je sais pas, j'en aurais tellement à dire, mais c'est vrai que les gens sont souvent surpris par mon côté fonceur, je réfléchis pas, etc. Qui m'a peut-être joué des tours parce que voilà, j'ai eu des galères, mais en fait, ces galères m'ont permis de passer au step au-dessus. Et en fait, avoir beaucoup d'argent, c'est avoir des problèmes équivalents à la somme d'argent qu'on a. Et en fait, si on veut pas avoir de problème, ça veut dire qu'on n'aura pas d'argent quelque part. Et souvent, les gens veulent le résultat, mais ils veulent pas le chemin pour y parvenir. Et je me dis, la personne qui a, je sais pas moi, 10 millions en banque ou 10 millions de patrimoine, elle a des problèmes de la taille de 10 millions. Et ça, souvent, c'est quelque chose qu'on oublie. C'est quelque chose qu'on pense pas avoir. On est toujours très, très étonné, très fasciné par le gros patrimoine des gens. Mais moi, quand je vois aussi les gros problèmes qu'ils peuvent avoir, je me dis, il faut avoir les reins solides pour pouvoir traverser ça. Donc, je pense qu'il faut pas avoir peur des problèmes. Ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai qu'en France, on va avoir tendance à bâcher l'échec. On va avoir tendance
à ne pas valoriser l'échec, par exemple, comme nos amis américains ou anglo-saxons en général. Et c'est hyper dommage parce qu'il n'y a que le fait de faire des conneries qui va nous permettre d'aller plus vite. Ok, donc ça c'est bien. Donc en gros, faut quand même passer à l'action et pas attendre que tout soit parfait. Ça n'existe Parce pas, que la en fait, perfection. Faut faire des trucs. Et en fait, si vous voulez, enfin, je m'adresse aux gens déjà, ouais, tu ouais, vois. ouais. Mais en gros, moi, pendant que les gens ils réfléchissent, je fais des trucs. Bah ouais, bah c'est ça en fait qui fait que je suis allée vite en 2 ans, que je suis allée vite là en 3 ans. Enfin, je veux dire, moi, on est quand même en 2023 et des fois je me dis, oh, on est déjà en 2023, mais non, on est à peine en 2023. Enfin, même moi en parlant, je me rends pas compte. C'est-à-dire qu'au moins en 2020, j'étais en quasi-dépression dans ma chambre, dans mon clapier parisien. Et en fait, aujourd'hui, j'ai 3 entreprises, j'ai un patrimoine immobilier qui est quand même intéressant. J'ai pour objectif de terminer l'année à 100K et j'aimerais rajouter un zéro à mon bilan de l'année prochaine. Je me dis, enfin, je veux dire, c'est 3 ans. Vous vous rendez compte? Enfin, imagine si j'avais réfléchi. Imagine si j'étais encore en train d'attendre que tout soit parfait, que je gagne plus d'argent au taf, qu'on me donne une augmentation, de trouver le bien parfait, mais ça ne serait rien passé. Et en fait, la vélocité dans nos sociétés, c'est hyper important. Donc, plantez-vous, hein. Moi, je suis la preuve vivante qu'on peut faire des trucs incroyables en se plantant royalement sur certains trucs. Hein, voilà, 2 ans et demi de chantier, je pense que je le conseille pas à mon pire ennemi. Enfin, je le souhaite pas à mon pire ennemi parce que ben, c'est un chantier qui est très compliqué. Il y a eu des malfaçons. Là, je sors d'une procédure judiciaire, mais malgré tout, ça m'a pas empêché de créer des boîtes à côté, d'avoir du succès sur plein d'autres trucs. J'ai juste fait des trucs en fait. Ouais, non mais c'est génial. Ça fait du bien, je pense, à tout le monde de l'entendre. J'espère que là, je trouve que c'est parfait pour finir comme ça. C'est tous les gens qui nous écoutent là après cet épisode, là, tu passes à l'action et tu te bouges. Ouais, faites juste des trucs. Faites juste des trucs. Et d'ailleurs, donc du coup, si les personnes elles ont apprécié ton parcours, ton énergie et qu'elles ont envie de te suivre aujourd'hui, comment est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Bah, on tape la veille de ma réussite sur Instagram. Alors, il y a des points entre chaque mot. J'ai un compte certifié, donc maintenant, c'est impossible de me confondre avec l'un de mes comptes fake. Donc, Instagram, je suis présente aussi sur Twitter, sur LinkedIn, sur TikTok. Et j'ai aussi une newsletter qui est gratuite et qui tombe un dimanche sur 2. Très bien, je vais mettre tous les liens dans la description, comme ça les personnes qui auront envie de s'abonner à Bah, toi, ils super. pourront y aller. Et évidemment, je rappelle à tout le monde que on va faire une conférence toutes les deux au sommet de l'investissement de Katia Finance. Est-ce que tu peux juste nous dire le sujet de ta conférence? Moi, je vais réévoquer mon parcours d'un point de vue plus féminin parce que c'est une conférence qui est notamment dédiée aux femmes. Et donc, l'objectif, c'est d'exposer un petit peu mon parcours en tant que femme qui s'est mariée, qui a divorcé, qui a recommencé sa vie à 28 ans pour donner un peu d'espoir et d'inspiration à des femmes qui pourraient peut-être se retrouver dans la même situation. Ok, donc ça va être plus orienté par rapport à tout ça, par le côté féminin et de ton parcours. Donc tu vas pas raconter la même chose. Oui, ça sera un angle différent parce que quand on divorce, il y a quand même des détails spécifiques. Quand tout le côté émotionnel, sentimental, affectif, c'est quand même assez particulier. Je l'ai pas du tout évoqué là. Donc ça sera aussi là-dessus que je vais mettre l'accent lors de cette conférence. Très très bien. Bon, et puis moi ce sera sur la recherche de la bonne affaire et les négociations, donc rien à voir. Mais voilà, donc inscrivez-vous au sommet de Katia Finance. Le lien aussi, il est juste en dessous dans la description. Et sur ce, merci beaucoup Tania d'être venue et d'avoir partagé ton histoire aux auditeurs qui montrent encore que tout est possible et qu'il faut se bouger et qu'il faut y croire et on y croit. Voilà. Merci beaucoup. Salut!